Bonjour Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, avant de commencer, de remercier les organisateurs de ce colloque, Valérie Matoyan et Thomas Romer, pour m'avoir accueilli au sein de cette manifestation, ainsi que l'ensemble du Collège de France qui l'héberge. Dans le cadre du projet collectif et pluridisciplinaire sur le mobilier du Palais Royal d'Ougarit, dirigé par Valérie Matoyan, j'ai eu le grand plaisir d'être chargée de la publication d'une collection de mobilier en or provenant du Palais Royal, découverte lors des fouilles de Claude Scheffer et conservée au Musée national de Damas. Cette collection est pour la plupart inédite. Seules quelques pièces majeures ont été présentées en 2008 lors de l'exposition L'Orient des Palais, organisée par Valérie Matoyan et Michel Almakdissi au Musée de Damas en 2008-2009. À cette occasion, j'avais pu effectuer une première étude de la collection en ayant été très gentiment accueillie dans les locaux du musée par Madame Muassar Fatal, conservateur en chef et responsable des collections d'Ougarit. En 2012, j'ai publié dans le volume 20 de la collection RSO une des pièces les plus significatives de cette collection, la feuille de plaquage RS 15277, au décor figuré. Il s'agit d'une composition multisymétrique de 4 personnages à visage atorique, de part et d'autre d'un arbre stylisé. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une autre de ces pièces. Il s'agit à nouveau d'un élément de plaquage, la feuille RS 14257. C'est une plaque de forme régulière, peut-être rectangulaire, où, par un travail de découpage, on a fait ressortir le décor figuré d'un végétal. Tel qu'on a pu l'orienter grâce au décor, on en possède 2 champs, l'inférieur et le latéral gauche, et peut-être aussi le latéral droit. Les dimensions de la plaque sont considérables, 26,9 cm sur 15,4. En revanche, dans l'absence d'instruments de précision, je n'ai pas pu mesurer son épaisseur ni son poids. La plaque a été restaurée, les différents fragments ont été recollés et elle a été redressée à l'horizontale et aplatie sur toute sa surface. Le fait est qu'on a également aplati des portions à l'origine orientées différemment, surtout vers le bas, comme c'est le cas des fins bords autour des zones internes découpées. Eh bien, cet abus de la restauration nous permet néanmoins de mieux apprécier un travail de polissage qui a été pratiqué sur la verre. Le polissage a intéressé uniquement les portions de la feuille qui étaient à vue. On reconnaît donc la différence de traitement sur les bords, autour des zones découpées, celles que je viens de montrer, qui accueillaient probablement des éléments incrustés, de même que sur une bande le long des bords extérieurs de la plaque. La présence de cette bande nous mène à la question de l'emploi de la plaque et de son montage sur un support. Les bords non polis semblent indiquer qu'elle était maintenue dans un cadre. Et d'après la fine épaisseur de la feuille et le fait que le revers n'était pas traité, elle posait probablement sur un support entièrement plat. En revanche, le système de fixation de la plaque n'est pas facile à reconstituer, car je n'ai pas relevé de traces d'argent collant sur la verre ni de trous de clous. Quant à la nature de l'objet qui en était le support et de sa matière, elles peuvent avoir été nombreuses. L'insertion de la plaque dans un cadre laisserait penser à du mobilier de petite ou de moyenne dimension, tel un coffret ou un meuble, et pour la matière, à du bois ou à de l'ivoire. Venons maintenant au décor de la plaque. Il représente de toute évidence un végétal. Mais sa restitution détaillée reste aussi problématique. Ses extrémités sont difficiles à situer car si sur le côté gauche la plaque est bien délimitée par les bords non polis, avec le feuillage entièrement développé, sur le côté droit, le feuillage est tronqué. En même temps, la coupure de la feuille, même à gauche, est régulière et paraît donc volontaire. Peut-être il s'agit d'une contrainte d'espace qui est survenue par rapport au dessin initial sur le support et qui aurait donc peut-être obligé à amputer le dessin premier de façon abrupte. D'autre part, où se dessine véritablement le végétal?
Le plaquage en or semble le constituer, car il figure notamment le tronc et peut-être les éléments de feuillage. Mais l'or remplit également le fond de la représentation, comme on le voit dans la partie inférieure de la plaque et sur le côté gauche, où les terminaisons des palmes se perdent dans la surface unifiée. Alternativement, les éléments d'incrustation pourraient eux aussi avoir représenté le feuillage. À ce propos, des éléments en ivoire tout à fait comparables à ceux qui pourraient se caser dans notre plaque ont été retrouvés dans le palais nord de Ras Ibn Hani. D'autre part, des tout petits trous sont présents sur la surface de la plaque, parsemés de façon irrégulière dans ces différentes zones. Il pourrait être la trace d'éléments d'ajout, cette fois sur la feuille. En définitive, j'envisage plutôt une composition mixte, où le végétal ressortirait du jeu formel entre les trois éléments, l'or, les incrustations et d'éventuels composants cloués sur la feuille métallique. Un autre élément, ce végétal n'était pas le seul présent sur l'objet qui le montait. En fait, les fragments d'une feuille, en tout semblables à cette plaque, inventoriés avec le numéro RS 14259, proviennent du même endroit que la nôtre. Le même décor se répétait donc à plusieurs endroits de l'objet. Quant à leur contexte de trouvailles, les deux plaquages ont été trouvés donc l'un à proximité de l'autre dans la cour 2 du Palais Royal en 1950. En dépit des difficultés à reconstituer les détails, la forme du végétal de notre plaque, peut-on en préciser l'espèce? Ces particularités iconographiques sont d'une part ces branches qui départent de la base du tronc et d'autre part leur allure courbée et la largeur grandissante du départ vers le centre avec une terminaison pointue. Dans la tradition figurée proche-orientale, ces traits sont propres à une plante en particulier, le palmier. D'ordinaire, le palmier figure avec le stipe bien visible, ce qui correspond évidemment à l'apparence la plus commune de la plante. Mais une version avec le feuillage partant de la base existe également, bien qu'elle soit moins fréquente. Elle pourrait alors figurer soit une manière spécifique de faire pousser le palmier en le tenant bas, soit la plante toute jeune, lorsqu'une seule palme encore se dresse verticalement. Le sujet iconographique du palmier n'est pas nouveau à Ugarit. Plusieurs catégories de mobilier en fait le visitent. Tout d'abord, il est particulièrement apprécié dans la céramique locale peinte. Ici, il apparaît seul, le plus souvent encadré dans une composition en métope et triglyphes, alternant à des motifs géographiques et à d'autres motifs figurés. Autrement, il se trouve au centre d'une composition héraldique entre deux animaux, qui sont le plus souvent des bouquetins et plus rarement des oiseaux. Les types iconographiques sont variés, plus ou moins naturalistes, mais réalisés toujours d'un trait assez simplifié. Ils sont généralement munis d'un stipe haut et les palmes présentent ou non des folioles. Il ne manque pourtant pas des types proches de celui de notre plaque. Au feuillage partant de la base du stipe. Par la présence du palmier dans le décor de sa céramique locale, Ugarit rejoint une tradition figurative bien établie dans la poterie lévantine, notamment au Levant Sud. Ici, attesté dès le milieu du bronze moyen, il devient très populaire au bronze récent. En revanche, le sujet est bien plus rare dans la céramique locale du Levant Nord, et dans ce sens, alors, Ugarit émerge comme une exception. À Ugarit, le palmier figure également dans la céramique d'importation, dans le cas spécifique, la céramique messinienne. C'est le cas de ce riton cylindrique qui se présente sur une forme hautement stylisée, caractérisée par deux longs appendices parallèles de part et d'autre du stipe, retombant et recourbés aux extrémités, pour former un motif en oméga. Ce type iconographique se rattache à une tradition figurative égéenne. Le palmier est aussi fréquent dans la glyptique ugaritaine. Là encore, les types iconographiques sont multiples, allant des plus naturalistes et détaillés aux plus schématiques.
Certains correspondent de près à celui de notre plaque. Les compositions sont-elles plus variées que sur la céramique? Le palmier s'associe à d'autres végétaux ou à des animaux, réels ou fantastiques. Le répertoire ougaritain montre à nouveau ses originalités. Son rapprochement au sphinx, par exemple, est assez exceptionnel. Le sphinx est en fait régulièrement accolé à l'arbre, mais à d'autres types, et non pas au palmier. On retrouve en outre les traditionnelles compositions antithétiques avec des bouquetins, mais aussi avec des sujets nouveaux, comme des chiens. Le palmier accompagne également des personnages. Il se place entre deux individus ou bien dans des scènes, notamment rituelles. Là, il signale le fond de la scène ou bien il en fait pleinement partie, comme dans ce cas où il se trouve devant l'individu, un roi, une divinité, vers lequel se dirige un orant. Et comme pour la céramique, le palmier apparaît dans la glyptite levantine depuis le milieu du bronze moyen. Mais encore une fois, l'iconographie ougaritaine, tout en s'accordant à cette tradition régionale, s'en distingue néanmoins par la fréquence du thème, qui est rare ailleurs au Levant Nord. Finalement, l'ivoirie a livré aussi des images de palmiers, entre autres celle qui peut-être se rapproche le plus de notre plaque et qui apparaît sur une pyxis cylindrique. Au vu de cette richesse iconographique pour le palmier, plutôt exceptionnelle comparée aux tendances régionales, on se demande quelle était la place de cette plante à Ougarit. Les sources textuelles nous viennent en aide sur ce point et laissent entrevoir sa présence dans l'économie, dans la société et dans la culture du royaume. N'étant pas spécialiste, je m'appuie sur les travaux des épigraphistes qui ont étudié, traduit et commenté les textes d'Ougarit, et notamment sur des travaux qui ont spécifiquement porté sur le vocabulaire relatif aux végétaux. Les différents termes pour la plante et pour ses fruits, les dates, apparaissent dans des écrits de différentes natures et langues. Dans les textes économiques, alors maintenant, pardonnez ma vocalisation téméraire, alors des nahal, des palmiers dattiers ou des palmeraies faisaient partie des biens de la population qui étaient recensés. La racine tamar, signifiant palmier dattier, figure dans différents noms propres, dans des gentilices et dans des toponymes. Le terme apparaît également en syllabique, tamaru, dans une liste lexicale. Et des constructions équivalentes existent aussi avec le nom de la date, dans un nom de personne, urchen, et un toponyme, urnap, en syllabique urnapu. Cependant, ce sont les textes littéraires, poétiques et mythologiques qui mieux illuminent la conception de la plante et de sa valeur. Examinons de près trois de ces occurrences. En premier, dans le mythe de Dannel, l'une des trois villes que le protagoniste maudit en les tenant pour responsable de la mort de son fils unique Ahat s'appelle Marahat Taral Banar, ce qui pourrait signifier palmier dattier, producteur de dattes. En lien avec cette signification, la ville est rapprochée par similitude à une plante, et la malédiction voudra qu'elle sera abattue. Elle ne donnera ainsi plus de fruits. C'est donc la fertilité de la plante et sa qualité nourricière qui sont mises en relief dans l'image poétique. En deuxième lieu, dans un texte mythologique connu avec le titre de Choron et la jument, on décrit un rituel magique servant à s'assainir de l'effet meurtrier du venin des serpents. C'est le dieu Choron qui l'accomplit en ayant recours à des plantes. Le texte est d'interprétation discutée quant aux espèces utilisées et quant à leur usage, mais il semble acquis l'emploi d'une part du tamari et d'autre part du palmier. Dans le récit, le rite se déroule sur le bord du Tigre. Or, il a été remarqué une forte proximité entre ce rituel et une série de rituels de guérison et à caractère apotropaïque de tradition babylonienne appelés Nambourbe.
Les Namborbé prévoyaient également l'usage de 3 plantes, le tamari, le palmier et la saponaria, ou plante à savon, censées posséder des propriétés magiques et purificatrices. Peut-être alors, Ugarit aurait hérité de cette croyance un pouvoir magique du palmier, notamment apotropaïque et fertilisant. En troisième lieu, le texte acadien RS 25421, connu avec le titre de signalement lyrique. Il est une lettre envoyée par un personnage au nom de Ludiginra à sa mère. S'adressant au porteur de la lettre, Ludiginra se lance dans une description poétique de sa génitrice. Il la magnifie alors de ses qualités par des similitudes et ses métaphores. En exaltant la fécondité, il la décrit entre autres comme une date mielleuse de Tilmoun, la première parmi les dates. Et concernant son parfum, elle est un dattier à la bonne senteur. Or, ce texte se conforme à un topos littéraire d'origine sumérienne. Il appartenait probablement à un répertoire littéraire érudit d'ancienne origine mésopotamienne qui avait gagné le monde syro-levantin au cours du deuxième millénaire. La culture littéraire peut ainsi avoir contribué à la diffusion du monde de valeurs mésopotamien et de son expression figurée vers l'ouest. Ainsi, dans l'ensemble, les textes d'Ugarit présentent le palmier tel une plante aux qualités exceptionnelles, renvoyant aux idées d'abondance, de fertilité et de protection. Ces cadres d'application paraissent plutôt liés à la sphère culturelle mésopotamienne. Il reste à savoir si les valeurs attribuées à la plante proviennent du même bassin culturel et surtout, dans notre cas, si cela aide à comprendre le sens du motif dans l'iconographie. Cela semble en effet être le cas. Les compositions figurées embrassant le palmier à Ugarit, que nous avons parcouru ensemble, appartiennent toutes à un thème iconographique spécifique du Proche-Orient, l'arbre sacré. Je définis ce thème comme la représentation d'un végétal ayant un caractère métaphysique, religieux, rituel ou mythologique. L'arbre sacré est l'un des principaux thèmes iconographiques dans tout le Proche-Orient. Conçu dans l'ère culturelle mésopotamienne au moins à la fin du IVe millénaire, il s'est ensuite répandu dans le reste du Proche-Orient sous une grande variété formelle, suivant les époques et les régions. En Syrie-Palestine, il arrive dans la première moitié du deuxième millénaire, en perdurant pareillement jusqu'à la fin de la Haute Antiquité et en se diffusant également en Méditerranée orientale. Le palmier fait partie des formes de l'arbre sacré. Apparu en Mésopotamie au IIIe millénaire, il est devenu l'une des formes les plus visitées de l'arbre sacré jusqu'au premier. Il demeure en revanche moins fréquent en Syrie, où on lui préfère des types plus stylisés, ainsi qu'en Méditerranée orientale. La signification du motif de l'arbre sacré a été longuement discutée et demeure sujet de débat. Au-delà d'une inévitable variance due à son adaptation aux nombreuses cultures qui l'accueillirent, on s'accorde néanmoins sur la permanence d'un fond sémantique lié au principe de la fertilité, de la prospérité et de l'ordre universel. L'étude que j'ai pu mener sur le thème m'a porté à y reconnaître, au sein du monde mésopotamien, essentiellement un symbole de prospérité et d'abondance, à la valeur spécifiquement propitiatoire, mais il n'aurait pas pour autant été un objet de vénération. C'est plutôt dans l'espace syro-levantin que l'arbre le serait devenu. Ici, il était étroitement lié à la divinité féminine de la fertilité, mais il n'est pas clair en quels termes, s'il s'agissait d'un symbole divin ou d'une véritable épiphanie divine. Les contextes iconographiques de l'arbre sacré, ainsi que les supports matériels sur lesquels on le reproduit, facilitent l'interprétation de ces nuances. Malheureusement, nous ne disposons pas de ces données pour la plaque RS 257. Nous ne savons pas si l'arbre s'accompagnait d'autres sujets,
ni quel objet il décorait. Nous devons donc nous tenir à des considérations d'ordre général. Je suis de l'avis que ce palmier se rattache à la tradition iconographique orientale de l'arbre sacré. Dans ce sens, sa présence sur la plaque peut se motiver par une valeur dans l'ensemble propitiatoire et protectrice du sujet, qui invoque la vie et la prospérité. L'appel à ces dimensions se ferait d'une part grâce à la force qu'ont naturellement de les évoquer les représentations d'une végétation luxuriante, mais d'autre part par le rattachement au puissant système symbolique lié à l'arbre de tradition proche-orientale d'origine mésopotamienne et que Ugarit aussi aurait partagé. Quant à l'objet montant la plaque, quelle qu'elle était sa nature, il était peut-être censé véhiculer matériellement cette faveur propitiatrice. C'était évidemment un bien de valeur. Il appartenait à une catégorie de mobilier précieux et de prestige, prérogative des élites des sociétés. Le support de la plaque RS 15277 en était de même. Cette autre plaque arbore elle aussi un arbre sacré, entouré de personnages attoriques qui témoigneraient peut-être de sa connexion ici avec la divinité féminine de la fertilité. L'arbre figure d'ailleurs sur bien d'autres objets de prestige retrouvés à Ugarit et dans le palais royal plus spécifiquement. Certains sont bien connus, comme le panneau de lit et le guéridon en ivoire. Cette richesse ne peut que confirmer l'importance de la symbolique de l'arbre sacré dans la culture ougaritaine, que la royauté même paraît s'être associée. S'il faut chercher une raison de la réussite de l'iconographie de l'arbre sacré à Ugarit, dont le palmier faisait partie, il faut regarder sa fortune dans tout le Proche-Orient, en dépit des frontières culturelles. Elle est due au fait que le thème traduit de façon très intelligible celles qui ont été toujours les valeurs humaines fondamentales et universelles, les valeurs de la vie elle-même, de la fécondité et de la prospérité. Tous les peuples ont été concernés par ces valeurs et ont été sensibles aux moyens pour les garantir. Parmi eux, l'image, par sa force de suggestion, était probablement l'un des plus efficaces. C'est sur cette base universelle qu'Ugarit aurait assimilé la symbolique de l'arbre, étrangère d'origine, mais en même temps si accessible, et lui aurait gardé une place de relief jusqu'au cœur de ses lieux de pouvoir, le palais royal. Je vous remercie de votre attention.